Bonjour à tous, donc, mon nom est Anne Guisset, je suis doctorante en sciences politiques à l'Université Saint-Louis à Bruxelles en Belgique. Ma thèse s'intéresse à la reconnaissance institutionnelle des intérêts de l'économie sociale dans le cadre de la concertation sociale en Belgique. La concertation sociale est ici entendue dans une conception très large, au-delà du dialogue social, de la négociation collective. Elle l'inclut, mais elle prend également en compte tout ce qui est mécanisme formel ou informel de co-construction de politiques publiques entre les partenaires sociaux et les différents gouvernements fédéraux, régionaux. Et également, et c'est ce qui va principalement m'occuper ici, une pratique de consultation qui est de plus en plus présente et qui définit de plus en plus la concertation, notamment à nouveau au niveau des régions. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est essentiellement les résultats d'une analyse institutionnelle basée sur une consultation extensive de ressources documentaires sur le temps long, depuis la création de toute une série d'instances de concertation sociale interprofessionnelle depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Je pourrais revenir peut-être après plus en détail sur ce que sont ces instances, mais il s'agit par exemple de Conseil central de l'économie au niveau fédéral, de conseils économiques et sociaux au niveau régional. Je vais commencer la présentation, je vais structurer la présentation en suivant toute une série de questionnements. D'abord, je vais vous présenter les acteurs de l'économie sociale. Donc, les acteurs que j'étudie sont des acteurs collectifs, des fédérations représentatives, des organisations coupoles. Ils répondent à différentes appellations, on verra que c'est ni univoque ni homogène. Donc, qui représentent l'économie sociale et alors, quel est le contexte dans lequel ils sont amenés à vouloir, ne pas vouloir, ou à essayer de représenter leurs intérêts, qui est celui de la concertation sociale interprofessionnelle. Cette concertation sociale, elle est structurée historiquement d'une certaine manière, qui suit le compromis fordiste, le compromis social-démocrate. Et je vais brièvement expliquer quels sont les éléments structurants de ces instances, par exemple un paritarisme qui devient une sorte d'automatisme, y compris quand on crée de nouvelles instances consultatives, par exemple, aujourd'hui. Mais alors, je vais surtout vous présenter quelles sont les adaptations marginales de ces instances pour intégrer des acteurs qui ne sont pas historiques, qui ne sont pas les partenaires sociaux historiques, mais qui ont vocation, de par leur fondement organisationnel, à quand même représenter des intérêts liés aux questions notamment d'organisation du travail. Et finalement, c'est l'ambition de la thèse de manière plus générale, j'aurai pas le temps de m'y attarder longuement, mais j'espère pouvoir vous donner quelques pistes de réflexion issues directement, cette fois-ci, des discours et des perceptions des acteurs récoltés au moyen d'une cinquantaine d'entretiens pour le moment, entretiens réalisés avec des partenaires sociaux, avec des représentants de l'économie sociale, pour essayer un peu de mettre en miroir quelles sont les perceptions de qu'est-ce qu'une bonne représentation de nos intérêts, pourquoi nous, pas d'autres, est-ce qu'on peut ensemble faire quelque chose. Ce sera la conclusion ici de la présentation. Alors, sans plus m'attarder sur la structure, qui pour représenter l'économie sociale aujourd'hui en Belgique? Alors, il faut savoir qu'on a une définition générale qui est déclinée selon les niveaux de pouvoir, mais qui répond de manière générale au même principe. Je la lis avec vous. Les activités de l'économie sociale peuvent être exercées par des sociétés coopératives et ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, donc ce sont des statuts légaux en droit belge, dont l'éthique se traduit par l'ensemble des principes suivants. Finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit, autonomie de gestion, processus de décision démocratique, primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus. Alors, une clarification essentielle avant de continuer, il n'y a pas de chiffres univoques ni consensuels sur quelles sont les organisations qui effectivement mettent en pratique ces principes. Alors, il y a des tentatives de qui on parle, que représente ce genre d'organisation, mais rien n'est clair à ce stade. Alors, ce qui est souvent revendiqué, notamment par certains acteurs que j'étudie qui ont en fait une fonction de plaidoyer, c'est une comptabilité top-down, donc ils recensent l'ensemble des organisations qui se réclament d'un des statuts précédemment cités.
Or, toute une série d'associations, par exemple, qui composent presque à 90% l'ensemble de ces acteurs-là, ne se réclament pas spécialement des 4 principes sous-mentionnés. Et donc il y a des études en cours pour essayer par effet boule de neige de recenser les organisations sur le terrain qui se réclament, mais aussi qui mettent en pratique. Et là, à nouveau, il y a des travaux en cours, tant au niveau de la recherche qu'au niveau politique, pour essayer d'opérationnaliser les 4 principes qui sont plutôt théoriques. Comment peut-on les mesurer au niveau de l'entreprise et dès lors déterminer si oui ou non l'économie sociale est un phénomène d'ampleur ou non. Toujours est-il que les estimations top-down, elles peuvent monter jusqu'à 20% du travail dans le secteur privé en équivalent temps plein. On sait que c'est complètement faussé comme estimation parce que ce genre d'estimation regroupe par exemple tout ce qui est le secteur de la santé, les hôpitaux, le secteur de l'enseignement, etc. Donc, voilà. Ceci pour la clarification conceptuelle. Alors, plus particulièrement en ce qui concerne cette recherche, la tâche a été un peu facilitée puisque la population qui représente l'économie sociale, dans mon cas, c'est les organisations qui se disent représentatives de l'économie sociale et qui font un travail de représentation, de plaidoyer au niveau politique. Alors, il y a 3 types d'acteurs qu'on peut observer. Les acteurs que je qualifie de pilarisés. La société belge, en 2 mots, est structurée, ou a été tout un temps structurée selon des piliers philosophiques chrétiens, socialistes et libérales, où, à une certaine époque de l'histoire, on disait que les individus du berceau à la tombe baignaient dans un pilier, c'est-à-dire qu'ils ils fréquentaient des établissements scolaires, des organisations sportives, etc., qui répondaient à un pilier. Il y a des acteurs pilarisés qui jouent un rôle dans l'économie sociale, essentiellement des acteurs qui représentaient des coopératives de consommation. Alors, on est de retour plutôt fin du 19e, début du 20e siècle. Il y a des solidarités ouvrières qui se mettent en place pour réagir à certains dommages causés par l'organisation capitaliste du travail notamment. Et donc, une manifestation concrète, c'est la constitution d'épiceries sociales, de pharmacies coopératives, etc., pour pallier à toute une série de nécessités et bénéficier à la collectivité directement. Alors, ces acteurs pilarisés, ils existent toujours. Ils ont occupé une place dans les instances de concertation sociale. Je vais y revenir. Ils exercent aujourd'hui beaucoup moins cette mission de représentation. Ils se voient plutôt comme des acteurs qui accompagnent sur le terrain toute une série de transitions vers le mouvement coopératif en admettant que la coopérative de consommation est un modèle qui disparaît, qui a disparu, qui tend à revenir à certains égards, mais qui n'est absolument plus le seul modèle coopératif qui a lieu pour le moment. Deuxième type d'acteurs, des employeurs sectoriels. Alors là, c'est particulièrement intéressant, notamment dans le cadre de la concertation sociale. Dans les années 80, je vais très vite, mais dans un contexte de déclin de l'État-providence, d'augmentation de la proportion de la population qui est au chômage, on a vu apparaître toute une série d'initiatives sur le terrain qui visaient à créer de l'emploi, en fait, tout simplement. Et donc, et qui se sont peu à peu organisés comme employeurs particuliers, dont la finalité de l'entreprise, que ce soit une entreprise de construction, une boulangerie, une imprimerie, que sais-je, était non seulement la production d'un bien ou d'un service, mais avant tout la mise à l'emploi de certains publics. Ces employeurs sectoriels se sont constitués en fédérations, sont présents dans certaines commissions paritaires sectorielles, où leur place, j'y reviendrai peut-être après si j'ai le temps, est un peu ambivalente puisque la concertation sociale est structurée à ce niveau-là par activité économique, la nature de l'activité. Or, dans le cas d'une organisation qui fait de la réinsertion professionnelle, c'est pas toujours clair quel est l'objectif premier. Est-ce que c'est
l'activité de boulangerie ou est-ce que c'est la remise à l'emploi et la formation de certains publics. Alors finalement, troisième type d'acteurs, labellisé organisation pluraliste à ce stade, c'est vraiment c'est la diversité qui se réclame porteuse de l'alternative économique, alternative de mode d'entreprendre qu'elle veut porter et qu'elle veut diffuser au sein des acteurs socio-économiques plutôt traditionnels. Alors, ces organisations-là, elles ont bien souvent, mais pas tout le temps, des membres très hétérogènes ça va du club d'entrepreneurs sensibilisés à des objectifs sociaux, sociétaux. Il y a certaines branches syndicales qui en sont membres, il y a des fédérations d'entreprises d'employeurs sectoriels, il y a parfois des membres individuels, etc. Et donc leur mission de représentation est assez diffuse. Oui. Et j'y reviendrai plus tard. Du coup. Alors en deux mots, vraiment en deux mots du coup, la concertation sociale en Belgique, pour vous situer le contexte dans lequel les acteurs que je viens de vous présenter sont amenés à interagir, elle est structurée au niveau interprofessionnel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale autour d'un compromis social-démocrate qui institue les partenaires sociaux, donc certaines organisations représentatives des travailleurs ou des employeurs, comme acteurs par excellence de cette concertation sociale. Alors en pratique, je m'intéresse à la composition des instances de concertation. On voit que donc ces catégories travailleurs-employeurs, qui sont des catégories fonctionnelles, elles structurent les instances, mais également l'imaginaire collectif des acteurs. Donc, à partir du moment où un acteur politique, syndical ou employeur vise à définir ce qu'est la représentation, il la définit, dans les entretiens par exemple, en évoquant le paritarisme. Alors, en termes de composition des instances, il n'y a pas un syndicat, il n'y a pas une organisation représentative d'employeurs actuellement, il y a un léger pluralisme. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a une diversité d'acteurs sur le banc syndical, selon les piliers professionnels, une diversité d'acteurs sur le banc des employeurs. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le monopole de représentation que cette petite diversité, cette légère diversité d'acteurs a acquis historiquement, elle reste d'actualité aujourd'hui, sans toutefois que des fondements légaux la garantissent. Donc, pour tout ce qui est instance de concertation qui touche à la négociation collective au niveau national, elle l'est. Pour tout ce qui est création de nouvelles instances au niveau régional, par exemple, elle est induite de facto. Donc, il y a une espèce d'imaginaire collectif qui tend à reproduire ce qu'on a connu par le passé. Bon, c'est de l'inertie institutionnelle, tout simplement. Mais alors, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment les acteurs de l'économie sociale, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, sont présents dans des instances qui, a priori, ont l'air plutôt statiques et figées. Alors, 3 cas de figure à relever pour le moment. Donc, l'étude institutionnelle, elle se base sur le screening de 9 instances. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que le banc syndical, de par toute la culture des piliers, mais je peux y revenir peut-être plus tard, a fait une place à l'économie sociale du temps où les coopératives de consommateurs représentaient un pouvoir d'achat important, tout simplement. Alors, les coopératives de consommateurs, elles sont toujours formellement représentées sur le banc syndical de certaines instances, mais cette représentation n'est plus exercée. Alors, il y a un peu un retour ambivalent quand on interroge respectivement les organisations syndicales et ces acteurs coopératifs de consommateurs en particulier, puisqu'ils trouvent d'une part important de montrer qu'il y a un certain pluralisme économique qui peut exister, mais dans ce cas-ci, il n'est jamais vraiment exercé. Deuxième cas de figure, on crée une instance ad hoc en soutien à l'instance de concertation sociale interprofessionnelle qui inclut l'économie, qui est circonscrite autour des thématiques de l'économie sociale et qui inclut les employeurs sectoriels, qui siègent aussi dans la commission paritaire, de l'économie sociale. Et là, on assiste à une espèce d'imbroglio qui est assez intéressant à observer d'un point de vue intra-organisationnel, notamment des entreprises syndicales, qui du coup
délègue autant des représentants sectoriels qu'intersectoriels pour aller discuter avec ces employeurs de l'économie sociale sectorielle. Et cela en mentionnant par ailleurs que les organisations patronales interprofessionnelles siègent également formellement dans ces instances. Troisième cas de figure, également des instances de soutien aux instances générales de concertation sociale. Donc je parle par exemple de commissions consultatives, de comités d'expertise, où on crée, à côté de la base paritaire employeur-travailleur, un troisième banc, l'économie sociale, qui en fait regroupe l'ensemble des trois acteurs que j'ai mentionnés, avec tous des problèmes de mandat, de coordination, de défense des intérêts que ça engendre. Ça, c'est pour les configurations institutionnelles. Alors, ceci est mon dernier slide, je vais essayer d'aller vite. Qu'est-ce que ces hybridations d'instances, ou en tout cas ces arrangements à la marge, parce que c'est plutôt de ça qu'il s'agit, tant en termes de perception des acteurs qu'en termes d'importance de travail de ces instances dans la concertation sociale interprofessionnelle. Alors, d'une part, elle révèle la fragmentation de l'économie sociale. Je n'y reviens pas, il y a différents types d'acteurs, donc vous avez pu deviner que c'est difficile de se coordonner tant pour des ressources que pour des questions d'horizon et d'idéologie. Alors, en termes de qui sont ces acteurs et quelles sont en fait vraiment leurs grosses faiblesses par rapport aux partenaires sociaux traditionnels, institutionnalisés, professionnalisés, c'est qu'ils essayent en fait d'absorber tout ce qui est innovation de terrain, qui se réclament des principes très généraux de l'économie sociale. Et donc, on est dans de l'interstatutaire, interactivité économique, etc. Et donc, ces acteurs ne savent pas définir en deux lignes qui ils représentent, contrairement à d'autres organisations plus traditionnelles. Ce qui fait que ces organisations traditionnelles, les partenaires sociaux, les considèrent comme quantité négligeable sur le plan socio-économique global, mais également sur le plan d'interlocuteurs, en termes de sommes-nous capables de discuter ensemble. Autre point, incompatibilité avec la structure paritaire de la concertation sociale. Alors, ce point concerne surtout le dernier type d'organisation, ceux qui se donnent comme leitmotiv premier de représenter des alternatives, soit d'entreprendre, soit d'emploi. Ils refusent catégoriquement d'être assimilés à un des deux bancs, tout simplement, ce qui pose toute une série de problèmes d'accès à la concertation sociale par rapport aux thématiques. Et je vais directement arriver au dernier point, alors pour clôturer. Les acteurs en présence se posent également sur la question de savoir qu'est-ce qu'une bonne représentation, quels sont les idéaux à laquelle une instance doit répondre. Alors pour les uns, c'est un certain pluralisme, permettre aux alternatives de s'exprimer. On n'est plus sur des modes délibératifs de sensibilisation des parties en présence, etc. Pour les instances, les partenaires sociaux, c'est plutôt... Il s'agit de garder l'efficacité de l'instance, d'éviter les effets de parlement. Beaucoup d'acteurs parlent de ne pas ouvrir la boîte de Pandore qui ferait s'engouffrer une quantité inarrêtable de nouveaux acteurs qui diraient représenter d'autres alternatives. Et du coup, l'instance perdrait en autonomie et en crédibilité auprès des gouvernements qu'elle est censée conseiller à tout le monde. Je m'arrête là. Désolée d'avoir...